Alors Bernard Cazeneuve, rebonsoir. Donc on va aborder une phase de débat avec des questions un peu plus formelles autour de trois grandes thématiques. Tout d'abord les finances et le budget de l'État, ensuite les affaires européennes et pour finir des questions sociales. Alors tout d'abord rentrons dans le vif du sujet avec cette thématique que vous connaissez bien qui est le budget et les finances de l'État. Donc quelques repères autour de la situation. La dette publique de la France est actuellement de plus de 1800 milliards d'euros, soit plus de 90% du PIB, ou encore 28 000 euros par habitant. Dans ce contexte, il est nécessaire de réduire les dépenses publiques annuelles. Alors, le président Hollande avait fixé des objectifs, réduire le déficit public à 3% du PIB en 2013 et atteindre l'équilibre à l'horizon 2017. Malgré les coupes budgétaires, le premier objectif ne sera pas atteint puisqu'on parle d'un déficit de 3,9% de cet ordre-là. Et la France a obtenu 2 années supplémentaires de la part de l'Union européenne pour arriver à cet objectif. Alors, Monsieur le ministre, pensez-vous qu'il soit opportun, dans ce contexte de dépression économique sans précédent, de fixer des règles budgétaires encore plus strictes, alors que le FMI indique qu'une trop grande contraction budgétaire des États empêche une relance et un retour à la croissance rapide? La question posée, c'est celle de l'équilibre de notre politique économique. Est-ce que nous pouvons redresser nos comptes sans mener des politiques d'austérité? Et est-ce que d'ailleurs nous menons des politiques d'austérité? Parce qu'il y a aussi cette question qui est sous-jacente. Nous devons absolument établir nos comptes. Nous avons commencé à le faire. Je ne veux pas vous faire crouler sous des chiffres et donner le sentiment qu'il n'y a pas plus techno et par conséquent plus ennuyeux qu'à mise du budget, mais je veux quand même vous en donner quelques-uns. D'abord parce que vous êtes dans des écoles où la précision des chiffres vous connaissez, et ensuite parce que c'est la meilleure manière de vous dire des choses qui soient justes. Est-ce que nous réduisons la dépense publique depuis maintenant 1 an? Oui. Nous réduisons la dépense publique. Je vous donne 2 chiffres. En moyenne, la dépense publique a évolué de 2% entre 2002 et 2012. En 2012, c'est 0,7. Ce sera 0,5 en 2013 et nous allons maintenir cette tendance de 0,5. Donc il y a un rapport de 1 à 4 entre la manière dont la dépense publique a évolué entre 2002 et 2012 et aujourd'hui. Mais ça ne suffit cependant pas pour atteindre les objectifs. Non, je vais vous donner 2 autres chiffres. La dépense publique a augmenté de 170 milliards entre 2007 et 2012. Et la révision générale des politiques publiques, qui visait à diviser par 2 les effectifs de l'État, a permis de faire à peu près 13 milliards d'économies. Et ces 13 milliards d'économies ont été pour partie recyclées en mesures dites catégorielles, c'est-à-dire en mesures d'augmentation des primes ou modification indiciaire. Ce qui veut dire que si vous divisez le solde par 5, vous avez à peu près 2 milliards d'économies par an. En 2013, on en fait 10, et je suis en train de préparer le budget 2014, nous ferons 14 milliards d'euros d'économies. Je lis tous les jours, comme vous, enfin peut-être que vous les lisez, les journaux qui disent « mais il n'y a pas d'économie, où sont les économies ?» Alors, je vais vous le dire, je lis tous les jours à des journalistes quand je les vois, et comme on m'a dit que vous alliez mettre cette conférence en ligne, peut-être qu'ils verront cette conférence et ils arrêteront d'écrire ces articles. Pour 2013, les économies, nous les faisons dans la remise en cause d'un certain nombre d'investissements qui ne nous paraissaient pas financés. Par exemple, sur les infrastructures de transport, il y avait 245 milliards d'engagement qui supposait 88 milliards de mobilisation de financement d'État. Quand on sait que la capacité annuelle d'investissement de l'État sur les infrastructures de transport est de 2 milliards, il aurait fallu 44 ans pour honorer la totalité des engagements pris. Nous avons décidé de remettre en perspective tous ces investissements. Il y avait le canal Seine-Nord qui représentait 7 milliards d'investissements dans le cadre d'un partenariat public-privé et non maîtrisé, nous l'avons remis en cause. Nous avons mis en place un gel du point de la fonction publique, ce qui représente des économies de fonctionnement significatives. Nous avons réussi à maîtriser l'évolution des dépenses d'assurance maladie. On est 900 millions en dessous de la norme de dépenses pour 2012. Nous sommes pour 2013 dans une maîtrise très grande des dépenses d'assurance maladie. Donc je ne vais pas faire la liste pour ne pas être trop litanique et pénible, parce que j'ai le sentiment de l'être déjà trop, de toutes les économies qui ont été faites en 2013, mais les 10 milliards d'économies, on sait les documenter. De la même manière, je peux vous documenter précisément les 14 milliards d'économies que nous entendons faire en 2014.
Alors vous dites ça suffit pas, c'est-à-dire que ça suffit pas, pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas de maîtriser la dépense pour être sûr que les déficits diminuent. Parce que quand vous êtes dans une conjoncture économique extraordinairement difficile, vous avez de moindres recettes fiscales. Et si pour faire en sorte que les déficits se rétablissent, lorsque la crise est là, vous faites encore plus d'économies sur la dépense ou encore plus d'impôts, à un moment, vous créez les conditions d'une politique récessive qui creuse les déficits davantage qu'elle ne les résorbe. C'est la raison pour laquelle nous essayons d'avoir un équilibre. Nous maîtrisons la dépense, je ne veux pas trop solliciter l'impôt en 2014 et par la suite, et nous essayons d'obtenir du temps de la part de la Commission européenne, qui nous l'accorde volontiers parce qu'elle voit que la trajectoire de rétablissement des finances publiques est engagée. Nous avons 1,2 milliard de réduction du déficit structurel en 2012, nous aurons 1,8 en 2013, 1 en 2014. Ce qui compte, c'est la trajectoire. Et il ne faut pas qu'on soit des fétichistes de déficit nominal. Et nous sommes engagés dans cette trajectoire. D'accord, donc vous nous parlez un petit peu d'Europe. Finalement, quelle est la valeur des engagements pris par l'État auprès de l'Europe? Parce que dans l'état où sont les comptes publics de la France, nous devrions songer à les rééquilibrer par nous-mêmes plutôt que de nous laisser dicter notre conduite par l'Union européenne. Si je vais dire ça à la Commission dans les termes que vous venez d'exprimer, je pense que ma copie va être un peu compliquée. Mais beaucoup pensent comme vous. Et je comprends qu'on pense comme vous, parce que finalement, je comprends qu'on pense comme vous, je comprends que le débat soit posé. Le fait que nous devions rétablir notre trajectoire de finances publiques, personne ne le conteste en France. Mais il arrive qu'on conteste que cette trajectoire de finances publiques puisse nous être dictée. En réalité, si nous voulons rétablir nos comptes, ce gouvernement, ce n'est pas parce que dans le cadre de dispositifs compliqués qui s'appellent le six-pack, le two-pack, le TSG, c'est-à-dire les traités européens, dispositifs de convergence des politiques budgétaires, l'Europe nous le dicterait. Non. Si nous voulons le faire, c'est parce que nous pensons qu'en ne le faisant pas, nous nous exposons à un risque grave de perte de souveraineté. Nous sommes, on le veut ou non, dans une économie mondialisée et dans une économie financiarisée. Si nous ne prenons pas les dispositions pour faire en sorte que le déficit soit réduit, nous risquons de connaître, à l'instar de ce qu'ont connu un certain nombre de pays du Sud, des attaques spéculatives massives. Il faut savoir qu'un point de taux d'intérêt, nous avons des taux d'intérêt historiquement bas, parce que précisément il n'y a pas de doute sur notre capacité à engager des réformes et à rétablir nos comptes. Mais si nous prenions le risque de ne pas afficher cette résolution à réduire le déficit, nous prendrions un risque de taux considérable. Et 1% d'augmentation de taux, c'est en 9 ans 15 milliards. 15 milliards que l'on dépense en remboursement de la charge de la dette de plus. Donc, pour répondre à votre question, il ne peut pas y avoir une monnaie unique s'il n'y a pas de convergence de politique budgétaire. La convergence des politiques budgétaires ne peut pas se faire au prix du déclin des économies, de la récession partout, de l'austérité généralisée, du chômage qui augmente et du divorce des peuples du projet européen. Et si nous voulons réorienter l'Europe sur le chemin de la croissance, dans la remise en ordre de la finance, c'est parce que nous ne voulons pas que le rétablissement de nos comptes se fasse au prix d'une adhésion à un certain nombre de dogmes ou d'orientations qui pourraient généraliser partout la récession. Donc c'est cet équilibre que nous essayons de maintenir. Nous ne le faisons pas parce qu'on nous le demande, on ne le fait pas parce qu'on nous le dicte, on le fait parce que c'est nécessaire. Et comme on ne peut pas le faire sans discernement, on essaie de le faire dans le cadre d'un équilibre entre rétablissement des comptes, remise en ordre de la finance, entre parenthèses, union bancaire, et initiative en faveur de la croissance. C'est cet équilibre-là qui est l'équilibre de la politique économique et budgétaire menée par la France aujourd'hui. D'accord, donc pour revenir sur les déficits publics, vous nous parliez tout à l'heure des 14 milliards d'économies prévues en 2014. Vous comptez également équilibrer le budget 2014 grâce à 6 milliards de recettes, notamment grâce à une augmentation de la lutte contre la fraude fiscale. D'autre part, vous êtes réticent à toute clémence ou toute amnistie envers les fraudeurs qui souhaiteraient régulariser leur situation de leur plein gré. Il faut savoir qu'on estime qu'en France, le manque à gagner dû à la fraude fiscale est estimé entre 60 et 80 milliards d'euros chaque année.
Alors finalement, ma question elle est toute simple. Comment est-ce que vous allez chercher ces milliards? Comment comptez-vous aller négocier avec les paradis fiscaux? Notre action elle est européenne, elle est nationale. Pour ce qui concerne l'action européenne, nous avons 3 objectifs. D'abord, mettre en place des conventions automatiques d'échange d'informations entre les pays de l'Union européenne. Aujourd'hui, nous devons savoir, le gouvernement français, quelle est l'identité des Français qui ont, en contravention avec le droit français, placé leurs avoirs dans des banques européennes ou dans des banques étrangères. La convention d'échange automatique d'informations doit permettre d'atteindre cet objectif. Est-ce que c'est impossible d'atteindre cet objectif? Non, y compris avec des pays de l'Union européenne qui sont réticents à le faire avec nous. Je pense notamment au Luxembourg et à l'Autriche, parce que l'Autriche notamment est un pays qui a signé une convention automatique d'échange d'informations avec les États-Unis. Et que je trouve singulier qu'entre pays de l'Union européenne, nous refusions entre nous ce qu'un certain nombre de pays de l'Union européenne ont accepté de signer avec les pays tiers. Donc la première chose que nous demandons en Europe, c'est la signature de ces conventions automatiques d'échange d'informations. Ensuite, nous avons en France une liste d'États et territoires non coopératifs, c'est-à-dire une liste de paradis fiscaux. Ça aurait beaucoup plus de force si elle était européenne, cette liste. Ça montrerait la détermination de l'Europe de lutter de façon déterminée et efficace contre les paradis fiscaux. Et puis par ailleurs, si nous parvenons à faire tout ça, l'Europe doit pouvoir signer avec des pays tiers, la Suisse, les États-Unis, les Philippines, des conventions automatiques d'échange d'informations type FATCA. C'est ce que les États-Unis ont fait avec d'autres pays. C'est ça que nous voulons faire en Europe, en France. En France, nous allons durcir la lutte contre la fraude fiscale. Aujourd'hui, beaucoup de fraudeurs utilisent des sociétés écrans, des comptes à l'étranger, utilisent parfois la fraude comme un moyen de blanchiment. Ils parviennent qu'ils fassent tout ça en bande organisée. Nous allons durcir les moyens d'investigation de la police judiciaire dans l'enquête fiscale, réarticuler les relations entre l'administration de Bercy et l'administration de la justice pour être plus efficient. Donc ce durcissement va conduire les fraudeurs à redouter peut-être l'arsenal nouveau, y compris pénal, que nous allons mobiliser, et à souhaiter se mettre en conformité avec le droit. Je dis à ces fraudeurs, mettez-vous en conformité avec le droit, venez devant l'administration fiscale, et mettez-vous en conformité avec le droit dans les conditions de droit commun. Pourquoi dans les conditions de droit commun? Parce que je me vois mal, alors que des Français sont appelés à contribution, qui ne sont pas parmi les plus riches d'entre eux, de devoir quitter leurs impôts et les pénalités conformément au droit, et de dire aux fraudeurs, mais vous venez, au bout de quelques années, pour vous inciter à vous régulariser, on va mettre en place un dispositif dérogatoire du droit commun. C'est-à-dire une cellule opaque, créée spécifiquement pour les accueillir, une espèce d'accueil VIP des fraudeurs, cellule dans laquelle on leur consent des conditions particulièrement avantageuses parce que totalement dérogatoires du droit commun, comme pour les remercier d'avoir oublié de payer leur impôt pendant des années. Ce n'est pas ma stratégie. La cellule que je leur propose n'est pas de régularisation s'ils ne se mettent pas en conformité au droit, elle est de toute autre nature. Et par ailleurs, je leur demande de venir devant l'administration dans des conditions qui seront moins défavorables que celles qui s'appliqueront à eux s'ils sont attrapés sans être lus d'eux-mêmes, mais qui restent des conditions de droit commun. Et donc cette lutte contre la fraude fiscale, j'en attends beaucoup. On estime, les syndicats estiment à 60 milliards par an ce qui échappe au fisc en raison de la fraude. 60 milliards, vous vous rendez compte? Si on récupérait cela, une grande partie des problèmes auxquels nous sommes confrontés n'existeraient plus. Donc 60 milliards, c'est considérable. Entre 2011 et 2012, nous avons augmenté de plus de 2 milliards les droits de perception et pénalités envoyés aux contribuables indélicables. Donc j'attends beaucoup de cela, pas 6 milliards, ce sera peut-être 2,5 milliards, 3 milliards, pour aussi lutter contre les niches sociales et fiscales. On va mobiliser des impôts qui n'ont pas pu être perçus l'an dernier pour des raisons qui têtent des décisions du Conseil constitutionnel, je pense à la taxe sur les 75%. Mais vous voyez, je vous parle de 14 milliards d'économies et 6 milliards d'impôts, ce qui veut dire que les 2 tiers des efforts pèseront sur les économies, 1 tiers simplement sur les impôts. Alors on l'a rappelé, vous avez remplacé Jérôme Cahuzac au budget suite à l'affaire révélée par le site d'information Mediapart. C'est un véritable cataclysme politique qui a été suivi par une période de doute quant à l'intégrité du milieu politique, et notamment avec le dossier qui a suivi des offshore leaks.
Je rappelle juste, il s'agit d'une investigation menée par des organismes de presse à l'international, dont Le Monde en France, qui ont eu accès à une gigantesque base de données d'informations relatives aux paradis fiscaux. À titre personnel, vous avez demandé à l'époque à la presse de transmettre à la justice ces fichiers dans lesquels apparaissent les noms de 130 Français. Finalement, on constate que les scandales fiscaux sont dévoilés par les journaux et non par l'État. Comment est-ce que vous pourriez expliquer que la presse arrive à être plus efficace que votre administration? La presse n'est pas soumise à une règle à laquelle mon administration est soumise. Mon administration est soumise à une règle qui protège le contribuable dans le contradictoire qui oppose le contribuable à mon administration, et cette règle s'appelle le secret fiscal. Donc, la différence entre la presse et moi, c'est que, comme moi je sais ce que mon administration fait, et que mon administration est soumise au secret fiscal, je ne peux pas parler de ce que mon administration fait, et que la presse, elle, peut parler de tout ce à quoi elle a accès parce que son métier est d'en rendre compte, y compris parfois de ce que nous faisons, parfois même en disant sur ce que nous faisons des choses qui ne sont pas tout à fait justes, mais auxquelles je ne peux pas répondre parce que je suis soumis au secret fiscal, parce que je sais, et là, que la presse qui ne le sait pas toujours, elle n'y est pas soumise. C'est une vraie contrainte et une vraie difficulté. Vous vous rendez compte que si mon administration ne faisait pas ce que la presse fait à travers des enquêtes qu'elle mène d'ailleurs avec beaucoup de détermination, d'intelligence, avec une détermination dans l'investigation incontestable, j'aurais jamais récupéré en 2012 2 milliards de plus que ce que nous avions récupéré en 2011. La totalité des droits et pénalités émises par l'administration fiscale étant quand même de 18 milliards. 18 milliards. C'est-à-dire que les services luttent contre la fraude fiscale en permanence et récupèrent des droits et des pénalités pour des montants très significatifs. Je viens de vous donner un chiffre. Mais cette administration n'est pas une administration qui peut travailler dans la lumière parce que le contribuable il est protégé par le secret fiscal en permanence. Et ce secret fiscal, ce n'est pas une manière de couvrir des turpitudes, c'est la garantie pour le contribuable qui peut contester dans sa relation avec l'administration fiscale ce que l'administration fiscale lui demande, de pouvoir le faire en étant protégé dans ses droits. Donc voilà, il n'y a pas des journalistes qui savent une administration qui ne sait pas, il y a des journalistes qui savent et qui peuvent faire savoir ce qu'ils savent, une administration qui sait, qui ne peut jamais parler de ce qu'elle sait. Voilà. Très bien, on a compris. Alors, j'espère. Sinon, je recommence. C'était très clair. Alors, on va profiter d'avoir en face de nous un ministre en exercice pour vous poser quelques questions un peu plus pragmatiques sur la vie finalement d'un ministre en exercice. Alors, tout d'abord, à Bercy, on a parlé un petit peu tout à l'heure, vous cohabitez avec 6 autres ministres, dont Pierre Moscovici et Arnaud Montebourg pour les principaux. On se souvient de la sortie de Laurent Fabius il y a quelques semaines qui a été remarquée lorsqu'il disait qu'il fallait un chef à Bercy, sous-entendant qu'il n'y en avait pas vraiment. C'est aussi là que se portent tous les regards lorsqu'on parle d'un possible remaniement ministériel qui pourrait être fait par François Hollande. Alors pouvez-vous nous dire, si possible sans langue de bois, quelles sont vos relations avec les ministres à Bercy, quelle est l'ambiance là-bas? Est-ce que vous pensez qu'il y a trop de ministres et au final, quelles améliorations peuvent être amenées par un remaniement? J'ai une très bonne relation avec les ministres de Bercy. On a dit ça. Et j'ai une très bonne... Ah mais non, mais... dire la langue de bois, ça ne consiste pas à mentir pour dire des choses qu'on a envie d'entendre. J'ai une bonne relation avec tous les ministres de Bercy, plus particulièrement avec leur chef, Pierre Moscovici. Donc rien ne pourrait être amélioré, tout est... Ouais, je ne vous ai pas dit que rien ne pourrait être amélioré. Alors qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans le fonctionnement? Je pense que mes collègues seraient très surpris d'entendre que j'ai une mauvaise relation avec eux puisque j'en ai de bonnes. Et vous me demandez qui est le chef à Bercy, je vous réponds clairement, c'est Pierre Moscovici. Je le considère comme tel. Et il fait son travail en donnant l'impulsion qui va bien sur les sujets sur lesquels on a le temps. Le reste, c'est les plus des choses. Et moi d'ailleurs, je suis très surpris de voir le décalage qui existe entre ce que je lis dans la presse sur l'ambiance qui existe à Bercy et ce que je vis à Bercy en termes d'ambiance. Au-delà de l'ambiance, il y a quand même des prises d'opposition sur certains sujets. On pense à Dailymotion notamment, où
Gouvernement Montebourg et Pierre Moscovici se sont affrontés. Au-delà, si vous avez de très bonnes relations avec tous les autres ministres, est-ce que tous les autres ministres On donne dans un bon concert, même entre eux? Entre eux, posez-leur la question. Moi, je ne suis pas constamment dans le bureau en train dans mon bureau avec un casque en train d'écouter les conversations que les autres tiennent. Je vois bien qu'il peut y avoir des différences d'appréciation, mais ça c'est consubstantiel au fonctionnement de tout le gouvernement. On me raconte ce qu'était le fonctionnement de Bercy à d'autres époques, à l'époque où il y avait dans le bureau Alain Lambert et Francis Maire à l'étage supérieur, ce n'était pas nécessairement plus simple qu'aujourd'hui. Et non pas que ces deux hommes n'étaient pas de qualité, ils avaient une qualité évidente, mais ils n'étaient pas nécessairement d'accord sur tout. En politique, pour des raisons qui tiennent au fait que c'est un exercice, la politique, dans lequel les tempéraments s'affirment avec une force particulière, il peut arriver que les tempéraments ne soient pas nécessairement ajustés spontanément. Mais ça ne veut pas dire que ça dysfonctionne. Mais enfin, ceci étant, il vaudrait mieux que sur des sujets essentiels, chacun ajuste sa parole à celle de l'autre. Peut-être des progrès à faire, mais comme vous pouvez le constater, ils sont tout le temps en train de se faire. D'accord, alors justement, ce qui m'amène à la prochaine question. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a moins de couacs? Justement, on va en parler. Mais on va parler plus généralement de l'ambiance à Matignon maintenant. Mais il ne s'est pas échappé que je n'y suis pas, non? Je ne suis pas à Matignon. Non, mais je sais bien. On va parler de François Hollande. C'est un côté inspecteur Gadget, votre affaire. On mène nos propres investigations, on va voir, mais vous êtes très cohérents. Bon, allez, posez-moi vos questions. Donc Jean-Marc Ayrault et François Hollande sont à la tête de l'État depuis... Tout est vrai, pour l'instant ça va. Leurs codes de popularité respectifs sont extrêmement basses, jusque-là on est d'accord aussi. On se souvient pour ce qui est des échecs de la gestion de l'été, toujours d'accord, et surtout des couacs, justement, à répétition entre certains ministres. Alors ma question est la suivante, comment Jean-Marc Ayrault s'y prend-il pour essayer d'uniformiser la parole des ministres aux sensibilités différentes? Et plus généralement, comment qualifieriez-vous son action en tant que chef des ministres? Jean-Marc Ayrault, c'est une personnalité politique singulière dans le paysage politique français, parce que Jean-Marc Ayrault n'est pas justement de ces politiques qui sont en grand nombre, qui, comme vous disiez tout à l'heure, se regardent le ciel avec une double binoculaire. Je ne pense pas à lui toute la journée. Il n'a pas un plan pour après. Très souvent, lorsque l'on devient Premier ministre, on pense à l'étape suivante. Et on organise une grande partie de son action en fonction de l'étape suivante qui consiste à prendre la place au moment le plus important de celui qui vous a nommé, c'est-à-dire le président de la République. J'ai fait un débat avec François Fillon il y a quelques jours, l'occasion de son émission. J'ai vu que l'objectif de celui qui avait été pendant 5 ans un Premier ministre extraordinairement loyal, parfois totalement docile de Nicolas Sarkozy, était de prendre sa place. Ce qui sera moins difficile pour lui que pour Jean-Marc Ayrault, puisque Nicolas Sarkozy est parti et que François Hollande est là, et je l'espère pour longtemps. Dans tous les cas, Jean-Marc Ayrault n'a pas cette stratégie-là. C'est un homme qui est entièrement dans le sens de l'État, qui est entièrement dans sa tâche, et qui veut essayer, dans cette période de crise, de faire en sorte que nous réussissions. Par conséquent, ça dit sa relation avec les ministres et une grande capacité d'écoute de chacun, mais en même temps, avec son style, il imprime sa marque sans se laisser perturber, sans se laisser déstabiliser. Et vous avez eu qu'il y a eu beaucoup de campagnes depuis un an. Il a tenu. Il tient avec cette modestie, avec cette économie de mots, avec cette sobriété dans le style. Et il le fait sans que aucune prise de position de tel ou tel organe de presse ou de telle ou telle responsabilité politique, la responsabilité politique ne vienne l'ébranler. C'est cette force de Jean-Marc Ayrault qui s'impose au ministre. Avec sobriété, avec capacité d'écoute, mais aussi avec fermeté. C'est un Premier ministre à la fois l'écoute et ferme. Alors une dernière question sur ce sujet, après on passera à d'autres problématiques. C'est sur un point assez important de la vie d'un ministre, c'est le Conseil des ministres. Est-ce que vous pouvez dire comment ça se passe concrètement? Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qui s'y passe? On l'a vu, il y a des ministres aux sensibilités différentes au sein du gouvernement. Comment éviter que ce soit la cacophonie? Non, mais le Conseil des ministres n'est pas un lieu de débat. Le Conseil des ministres est un lieu d'exécution de la politique gouvernementale, c'est-à-dire qu'il y a un ordre du jour extrêmement formel. Cet ordre du jour conduit les ministres à s'exprimer sur les sujets qui relèvent de leurs compétences. Quand je dis que ce n'est pas un lieu de débat, ça ne veut pas dire que les ministres ne s'expriment pas pour dire
ce qu'ils pensent de tel ou tel sujet ou de telle ou telle communication faite par leurs collègues. Et ce n'est pas un lieu où spontanément on discute comme on discute dans un conseil d'administration d'une grande école française ou dans une salle où siègent des instances d'une organisation politique. Il y a un ordre du jour, il est préparé méticuleusement par le secrétariat général du gouvernement, il y a des communications très encadrées, il peut arriver qu'au terme de communication, le président donne la parole à tel ou tel ministre, et ça reste très formel. Donc c'est un lieu solennel, qui est un lieu où la notion d'exécutif s'incarne parfaitement, il y a des politiques qu'on s'emploie à les mettre en œuvre, on explique comment on va le faire, et cette solennité, qui est là très présente, très forte, conduit les ministres qui sont présents à user de la phrase brève. Et au Conseil des ministres, la phrase brève est vivement commandée. Il vaut mieux être précis et parler peu. Alors nous allons passer à quelques questions d'ordre général, 3 petites questions, à commencer par le chômage. Ça y est, la France bat des records. Flambée du chômage en France, nouvelle hausse et nouveau record en avril. C'est tout ce que je peux lire dans les gros titres ces derniers temps. L'OCDE, le FMI, la Commission européenne, même la Cour des comptes font des rapports absolument alarmants concernant le marché du travail. Les différentes mesures mises en place par l'actuel gouvernement semblent et sont décevantes, ou tardent en tout cas à faire leurs preuves. L'objectif d'inverser la courbe du chômage fin 2013 est totalement illusoire. Quelle est votre analyse de la situation ? Quels sont les clés de... Je vous remercie pour cette présentation totalement objective et qui est de nature à me donner un moral d'acier pour poursuivre ma mission. Mais je peux vous poser une question, même si ce n'est pas la règle de l'exercice. Parce que ce qui est intéressant dans ce débat, c'est à la fois le côté très décapant des questions sans précaution, et moi j'aime assez ça. Mais permettez-moi en retour de vous en poser une. Qu'est-ce que nous aurions dû faire que nous n'avons pas fait ? Alors là, si j'avais eu la réponse précise, j'aurais été nommé, j'aurais été à votre place, ou alors nommé au gouvernement François Hollande. Non mais oui, c'est très important ça, parce que j'entends un bruit de fond permanent. Il n'y a pas assez ceci, il n'y a pas assez cela, vous ne prenez pas les bonnes mesures, etc. Bon. Ma question n'est pas une critique, c'est surtout non, mais je vous demander d'analyser les éventuelles erreurs qui auraient été commises et qu'est-ce qui va être fait. Mais soyons d'accord, moi je trouverais très légitime que vous formuliez une critique et j'avais le sentiment que vous en aviez formulé de façon très spontanée. Et très franchement, j'avais assez aimé ça. Parce que dans les instances dans lesquelles je suis, c'est assez peu la règle, cette spontanéité. Donc moi j'aime assez qu'on m'interpelle de cette manière. C'est assez stimulant. Puis ça me donne envie de vous répondre. Je récapitule ce qu'on a fait depuis 1 an. Je vous invite à poser d'autres questions parce que ça m'intéresse finalement d'être dans ce débat et cette contradiction avec vous. Je ne veux pas charger ceux qui nous ont précédés, parce qu'on n'est pas là pour se défausser. Quand on a été élu, on a trouvé une situation qui était ce qu'elle était, mais on savait ce qu'elle était, et par conséquent, on a quand même accepté d'exercer la responsabilité du pouvoir. Mais quand même, quand nous sommes arrivés, il y avait une situation de déficit, une situation de dette, une situation de compétitivité. Il y a 65 milliards de déficit du commerce extérieur en France, il y a 150 milliards d'excédents d'Allemagne. C'est pas arrivé subitement par l'effet alchimique de l'élection de juin 2012, ça n'est pas vrai. Les déficits qui ont augmenté significativement et la dette qui a découlé pendant le précédent quinquennat, c'est pas nous qui l'avons fait. Nous avons trouvé cette situation-là. Et cette situation-là était déjà une situation de décrochage de la France par rapport au reste des pays de l'Union européenne. Par rapport à ça, qu'est-ce que nous avons voulu faire ? 1, restaurer la compétitivité. 2, créer une autre culture en France dans la relation avec l'entreprise. Moi, je suis quand même très frappé de voir que ce pays n'aime pas ces entreprises, ou en tous les cas, a du mal à nouer avec elles une relation forte. Quand on est à droite, on considère que l'entreprise est un lieu d'accumulation du profit, et quand on est à gauche, un lieu d'exploitation. Alors, tomber amoureux d'un lieu où on vous exploite, et quand on a votre âge, tomber amoureux d'un lieu d'accumulation du profit, il faut avoir envie dans les 2 cas. Mais c'est un vrai sujet. Parce que comment arriver à trouver des bons compromis pour sauver nos entreprises si on a des relations aussi biaisées avec nos entreprises ? C'est un considérable sujet pour vous. Et donc ce que nous avons voulu faire, c'est restaurer la compétitivité, engager des réformes structurelles sur le marché du travail, favoriser les conditions de financement de l'économie, et essayer de créer un climat dans le pays, même si c'est difficile parce qu'il y a un bruit de fond, de réconciliation des Français avec leurs entreprises, pour sortir de la culture de la confrontation et essayer d'arriver à une culture du compromis.
Le crédit d'impôt compétitivité emploi, c'est 20 milliards d'allègements de charges sur les entreprises. 20 milliards. La TVA sociale, c'était 12. Et cette TVA sociale, elle était récupérée pour partie parce que la TVA sociale, c'était un allègement de cotisation sociale financé par une augmentation de la TVA. Quand vous allégez les cotisations sociales, vous bonifiez le bénéfice de l'entreprise. Et quand vous bonifiez le bénéfice de l'entreprise, mécaniquement, vous engendrez une augmentation de l'IS payée par elle. Donc vous récupériez par l'IS une partie de ce que vous aviez consenti par la diminution des cotisations. Le CICE, c'est 20 milliards net. Nous avons, avec l'accord national interprofessionnel, essayé de créer les conditions d'un compromis sur la sécurisation des parcours professionnels. Nous avons, avec les contrats de génération, essayé de créer les conditions d'une relation entre les aînés et les jeunes dans l'entreprise qui permettent d'organiser ce qu'on appelle dans ma ville le matelotage, c'est-à-dire le passage de relais et le maintien dans l'emploi des jeunes générations et des aînés. Nous avons créé la Banque publique d'investissement qui doit permettre aux entreprises d'avoir accès au crédit lorsqu'elles innovent et qu'elles ne peuvent pas avoir accès à ce crédit pour des raisons qui tiennent à la crise financière, à la difficulté d'avoir accès à la liquidité bancaire. Nous avons engagé au sein de l'Union européenne des chantiers considérables, union bancaire, supervision bancaire, résolution des crises bancaires, garantie des dépôts. Nous avons réussi à obtenir de l'Allemagne et de nos partenaires qu'ils acceptent de refinancer les banques à travers le mécanisme européen de stabilité pour casser le lien entre dette souveraine et dette bancaire. Tout cela en un an. Est-ce que c'est suffisant? Non, puisque les résultats ne sont pas là encore. Mais peut-il y avoir des résultats en un an? Non. La compétitivité s'est dégradée en 10 ans. Et il faudrait qu'en un an, tout soit réparé subitement. Non, ce n'est pas possible. Et quand vous dites que l'inversion de la courbe du chômage n'est pas possible à l'horizon de la fin de l'année, je vous renvoie aux dernières statistiques de l'UNEDIC qui montrent qu'il pourrait y avoir une inflexion à la fin de l'année 2013 qui pourrait être suivie d'une reprise du chômage en 2014. Nous travaillons à l'inversion à la fin de l'année 2013 et à la non-reprise du chômage en 2014 par les mesures que nous avons prises sur la productivité, par la politique industrielle, par le financement des entreprises, par l'action européenne, par l'action en faveur de l'emploi, contrat de génération, contrat d'avenir, accompagnement de ceux qui sont en situation de chômage par une chance donnée de s'insérer à travers des contrats aidés. Tout cela doit être mobilisé. Il n'y a pas un instrument qui doit l'emporter sur les autres. Il faut agir sur tous les fronts, de façon résolue, de façon volontariste. On n'est pas sûr de gagner cette bataille, jamais, mais on est sûr de jamais la gagner si on ne la mène pas. Et nous sommes déterminés à la mener. Et je vous appelle, vous, d'ailleurs je n'ai pas besoin de vous inviter pour le faire, vous le faites très bien sans moi, à n'avoir aucune indulgence à l'égard de ce que nous faisons. Mais en même temps, ne soyez pas injuste. Moi, je ne demande pas à être jugé dans la responsabilité du ministre du Budget sur des engagements que je prends. Je demande à être jugé sur des résultats qu'on obtient. Soit les déficits diminueront, soit ils ne diminueront pas. Soit le déficit structurel diminuera, soit il ne diminuera pas. C'est ça qui compte. Ce qui compte, c'est les résultats qu'on obtient. Et l'école à laquelle j'appartiens, c'est celle de Pierre Mendès France. Ce qui explique aussi en grande partie ma discrétion. Mendès France nous a appris que, et j'ai baigné là-dedans lorsque j'étais jeune, que la vie politique c'est quelque chose d'aride et d'exigeant. Il faut prendre des engagements, ne jamais cacher la vérité, et quand on prend des engagements, rendre compte. Il arrive qu'on atteigne les objectifs, il arrive qu'on ne les atteigne pas. Et cette rigueur-là, qui n'est pas très, comment dirais-je, qui n'est pas très marketing, j'en conviens, qui a une forme d'aridité, je le reconnais, est une manière dans la crise, une manière de sobriété dont on a besoin. Parce qu'on a beaucoup promis, toutes tendances politiques confondues, dans ce pays, et que la crise s'enquiste, et que jusqu'à présent on a peu obtenu. Très bien, donc on va continuer à vous critiquer pour vous stimuler. En plus, en parlant des retraites, donc le rapport Moreau, qui n'est pas encore paru, a déjà... Moreau, pardon, a déjà fuité dans la presse. Donc sur la réforme des retraites, tout le monde sera touché, des retraités, aux fonctionnaires, aux salariés, allongement de la durée de cotisation, une autre méthode de calcul des pensions de retraite.
on ne sait pas exactement, on ne sait pas encore de quoi sera faite la réforme portée par le Parti socialiste. On se souvient de la réforme de 2010 sous Sarkozy et des manifestations qui en ont suivi. Est-ce que vous pensez que les Français sont prêts à une nouvelle réforme du système de retraite? Est-ce qu'ils peuvent encore se serrer la ceinture? Est-ce que finalement la rue ne va pas avoir raison cette fois, alors que les partenaires sociaux et le patronat montent déjà au créneau? C'est ce que je vous disais tout à l'heure concernant la capacité de ce pays à trouver des compromis lorsque l'essentiel est en jeu. Là, il s'agit de financer notre dispositif de retraite à moyen long terme. Nous avons une impasse d'à peu près 20 milliards d'euros à l'horizon 2017, ça n'est pas rien. Les déficits qui pèsent sur la branche retraite obèrent la capacité de verser des retraites à long terme. Donc notre souhait à nous, c'est de garantir la pérennité du système de protection sociale et des services publics. Parce que la protection sociale et les services publics, je le dis souvent, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et le ministre du budget, c'est pas le ministre du patrimoine de ceux qui en ont un, c'est le ministre du patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et le patrimoine de ceux qui n'en ont pas sont les services publics et la protection sociale. Donc si on ne parvient pas à rééquilibrer le système de retraite, si on ne parvient pas à rééquilibrer la branche famille, il y a un risque qui pèse sur cette protection sociale, ce modèle social français. Est-ce que nous y arriverons? Ça dépendra beaucoup de la méthode et du contenu, de la réussite de la méthode et du contenu des propositions, parce que nous avons un accord sur les risques de déficit, c'est le travail du comité d'orientation des retraites. Nous avons des propositions qui ne sont pas celles du gouvernement, qui a eu du travail fait par Yannick Moreau, puis va s'ouvrir la conférence sociale, où chacun va apporter sa contribution, et où le gouvernement va lui-même avancer ses propositions. Je n'ai pas vocation à vous les formuler aujourd'hui, parce que sinon, déflorerait le sujet de la conférence sociale qui a sa propre temporalité. Et cet exercice-là va conduire les uns et les autres à se parler. Si à la fin nous aboutissons à un bon compromis, nous aurons réussi à sortir d'un problème par un succès. Nous aurons été confrontés à une faiblesse du système de protection sociale, nous serons sortis plus forts par le compromis. Si nous n'y arriverons pas, il y aura des difficultés, bien entendu. Notre objectif, c'est d'y arriver. Très bien, la phase de débat touche à son terme. On va passer justement les questions publiques. Il y a un petit diaporama que Alban vous a préparé, juste 5 minutes. Pour les questions publiques, donc vous avez encore le temps d'envoyer vos questions sur la plateforme YSMP.